Octobre-novembre 2025, ça a été fun. Bon, fun, ça dépend pour qui. Amazon Web Services is investigating an outage that took down some of the world's most popular websites. Breaking news. Microsoft Azure went down globally, leaving airlines, stores, and even Xbox gamers stranded. Many websites and services are offline this morning. Because Microsoft's infrastructure is down. Oh no. And I can't Is it get running to on the- AWS? So AWS is still struggling to contain the major outage from this morning. Cloudflare went down, yes. Azure is down, AWS is down, and people are losing their mind. Thousands of websites, retailers, gaming across the country. Et je sais pas combien de personnes ont été impactées directement, mais en à peu près un mois et quelques, on a eu 4-5 incidents majeurs dans le monde du cloud. Et j'ai eu pour idée d'en faire une rétrospective en vidéo, où je vais parler des 3 plus gros, je pense, à savoir le numéro 1, AWS, son petit copain Azure, et Cloudflare. Ouais, il y a cloud dans le nom, donc c'est un cloud. On va voir ensemble, c'est quoi le délire? À quel moment ton infra cloud que tu loues 2 millions d'euros par mois, elle peut tomber? Puisque bon, c'est du gaz, un cloud, donc ça peut pas tomber un gaz. 2 secondes. Donc, rectification. Un cloud, c'est des particules d'eau liquide en suspension, donc in fine, ça peut faire de la pluie, et donc ça peut tomber. Bref. Analysons ensemble ce que c'est d'avoir une petite panne qui devient un gros calf kick dans la jambe de l'humanité. Un calf kick, c'est ça. Numéro 1. L'incident AWS. Alors, le 20 octobre 2025, à 3h11 de la côte est des États-Unis, AWS a subi un incident majeur suite à un dysfonctionnement du système de monitoring des load balancers. L'événement, il a duré 15 heures, il a impacté des milliers de services, et rentrons dans les détails. Arrête, stop. Alors tout d'abord, on a le DNS Planner. C'est un composant interne AWS qui leur permet de monitorer leur load balancer et de faire la gestion des DNS. Ensuite, on a le DNS Enactor. Celui-ci, c'est simplement un composant qui applique les plans faits par le planeur. Il y en a un par AZ. Et le troisième composant, c'est DynamoDB, qui est juste un service de DB proposé par AWS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a un Enactor qui essaye d'appliquer des vieux plans DNS de DynamoDB. Il essaye, il lance, sa timeout, il retry, etc. À côté de ça, on a le planeur qui est encore en train de planer. Et on a un autre Enactor qui se dit, il y a des nouveaux plans, moi je vais les appliquer. Et donc il applique les nouveaux plans Dynamo, et pendant ce temps-là, il y a l'autre Enactor qui essaie d'appliquer les anciens plans. Du coup, ça fait embrouille, il y a conflit. Et dans tout ce brouhaha, pour essayer de manager ce conflit-là, il y a une petite opération de clean qui est faite, qui est celle de supprimer les DNS de DynamoDB. Bon, comme le cloud c'est méga résilient, on a eu un super effet en cascade qui s'est produit. D'abord, tous les services internes d'AWS utilisant DynamoDB sont tombés. Global Accelerator, Private Link, Security Token Service, CloudFront, EC2, 82 autres services sont tombés. Il y a aussi le service des clients, Snapchat, Fortnite, Canva, Perplexity, Signal, Robinhood, et bien d'autres services que vous utilisez tous les jours sont tombés. C'est dur de voir la modernité se barrer à grands pas comme ça. Alors, petite chronologie. 23h49, des erreurs remontent sur US-East 1. 3h11, début de déclaration d'incident par AWS. 15h53, résolution complète technique de l'incident. C'était chaud, ça a pris du sang, des larmes et du fric, mais au bout de 15 heures, c'était résolu. Incident numéro 2, Azure. Alors là, je vous en donne 2 pour le prix d'un. Et le premier incriminé, ça va être Azure Front Door, donc le CDN de Microsoft. Et pas de souci, ce service, il est super, il fait tout, Dynamic Static Caching, Load Balancer, TLS at Edge, et plus encore. Mais arrive la journée du 29 octobre 2025. Et là, un Homo sapiens sapiens effectue sa journée de travail tranquillement, histoire de pouvoir payer ses impôts et de ne pas aller en prison. Et dans cette journée de labeur, il décide de mettre à jour la configuration de Front Door. Grave erreur pour lui et son équipe. Je rappelle, Front Door, ça veut dire porte d'entrée. Donc
si tu casses ta porte d'entrée, il devient relativement difficile d'accéder à ton domicile. Tu peux passer par la fenêtre, mais il sera toujours compliqué de pouvoir inviter ta belle-mère. L'impact, déjà on a tous les services CDNisés qui sont capoutes. Ensuite on a les services de Microsoft en interne, type 365, Xbox ou encore Minecraft. Et aussi on a les services des clients, évidemment. Et dans ces clients, on peut prendre Starbucks, Costco ou encore des aéroports et des administrations publiques, la grande fiesta. Et tout ça pendant un bon petit 8 heures. Deuxième story à propos de Microsoft. Alors ici on est dans la région West Europe aux Pays-Bas, on est dans l'AZ numéro 1 et on a une chute de tension. Donc d'un seul coup on n'a plus de jus pour la clim et les systèmes de protection décident donc d'éteindre le storage. C'est simple, hein, il fait trop chaud, on ferme les rideaux quoi. Mais Anthony, on n'est pas censé avoir 3 AZ dans le cloud, c'est la norme. Ouais, tout à fait, mais apparemment certaines données et métadonnées n'étaient simplement pas redondées. Ici pas de primato manette, hein. On a juste un système automatisé qui fait son travail et à vrai dire qu'il le fait plutôt bien, puisqu'on préfère sauvegarder la donnée et tourner en mode dégradé plutôt que de risquer le matériel et la donnée. Bon, on a quand même 7 heures d'impact avec les virtual machines, le storage bien sûr, on a le Kubernetes, on a Azure Databricks et d'autres services, mais l'impact en fait il dépend fortement de où est-ce que vous allez stocker votre service en termes d'AZ et aussi de est-ce que vous utilisez du multi-AZ ou pas. Typiquement, les stockages premium qui redondent sur plusieurs parties ont été impactés. Alors que si j'utilisais juste du standard dans la AZ de 2 ou 3, ça pouvait passer. Incident numéro 3, Cloudflare. Le 18 novembre 2025 à 11h UTC, Internet tremble à nouveau. Un humain, il a bon dos l'humain. Un humain donc déclenche une mise à jour de l'antibot de Cloudflare. Et plus précisément, il lance une modification des permissions à l'accès à leur base de données ClickHouse. Cependant, une petite erreur sur la partie antibot et boum, Internet est en PLS. Même le down detector était down. Ici, c'est pas la porte d'entrée qui est cassée, c'est plutôt le videur qui agit comme le fou du bus. Et le problème, c'est qu'en fait, on a le même videur pour 7,5 millions de sites internet, soit à peu près 20% du trafic mondial. Et résultat, on a eu 4 heures de chaos sur internet et beaucoup de gens qui se disaient que leur site internet aurait mieux marché en CDN. Bon alors, que tirer de ce mois de chaos chez nos amis hyperscalers? Bah déjà que ça arrive à tout le monde, et oui, et ensuite que le cloud, ce n'est pas invincible. Mon conseil dans tout ça, ce serait surtout de définir ton PRA. Si tu décides demain d'aller t'héberger chez Leaf Cloud en Hollande par exemple, s'il tombe 4 heures, est-ce que tu peux le supporter? S'il tombe 8 heures, est-ce que tu as un plan temporaire où tu peux remonter une infra chez eux dans une autre région ou chez un autre cloud provider? S'il tombe 24 heures, change de cloud. Bien sûr, un PRA c'est bien plus complexe que ça. Mais l'enjeu de mon discours est de vous exposer la non-invincibilité d'un système cloud, et d'autant quand il est complexe et large. Parce que qui parmi vous aurait pu penser que Cloudflare ou Azure Front Door étaient des SPOF? Un CDN, le truc le plus redondé de la planète, il a pété. Voilà pour la rétrospective, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire une guerre de chapelle dans les commentaires, du genre Azure tu peux pas test, ou OVH fait que de l'infra, ou encore moi je suis chez Infomaniac, c'est les meilleurs, etc., etc. Et n'oubliez pas, lâchez le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne, à défaut de commenter le nombre de services que AWS a, ou me demander si Scaleway respecte la souveraineté, ou combien d'AZ je peux trouver chez OVH en France, et plus encore. Est-ce qu'on peut avoir le PUE-WE? Est-ce qu'on peut acheter des H200? Est-ce qu'il respecte la souveraineté chez Google?